Bien, bonjour et à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc, je m'appelle Michel Duru, je suis à l'INRAE, dans l'UMR Agir, agroécologie, innovation et territoire. Et cet atelier est organisé avec mes collègues Myriam Griot et Marie-Benoît Grigny, qui sont aussi chercheurs dans la même unité, avec l'appui donc de Lucie Diou, qui s'occupe de la valorisation et de la communication au niveau du programme PSDR 4 Occitanie. Donc, qu'est-ce que le programme PSDR 4 Occitanie? Alors, PSDR, c'est un programme de recherche national d'INRAE qui a été décliné en 10 régions françaises. Il est cofinancé entre l'INRAE et les conseils régionaux de ces régions. Au niveau national, il y a eu 33 projets en partenariat entre la recherche et le développement de 2016 à 2020. Parmi ces 33 projets, 3 ont eu lieu en Occitanie. Le projet Atari, qui traite de l'accompagnement de la transition agroécologique, le projet ReproInnov, qui traite de la réorganisation et des innovations dans les filières, et les projets CBIOREF, qui traitent des services écosystémiques rendus par la biodiversité. L'atelier d'aujourd'hui s'appuie sur le projet Atari et en partie sur le projet ReproInnov. Alors, quel est l'objectif de cet atelier? Eh bien, déjà, c'est de prendre la mesure des changements à opérer de manière coordonnée dans les filières de culture et d'élevage, mais aussi dans notre alimentation, que cette alimentation soit chez soi à domicile ou bien en restauration collective. L'objectif, c'est donc de partager les savoirs et les expériences entre les différents acteurs du système alimentaire que vous êtes pour amorcer cette transition agricole alimentaire. Et cette transition est bien sûr nécessaire pour faire face aux enjeux de climat, de biodiversité et de santé, comme nous le verrons. Et ceci, c'est à faire en tenant compte des spécificités de l'Occitanie. Alors, comment est organisé cet atelier? Je vais d'abord faire une introduction à partir des travaux de recherche conduits dans le projet Atari. Et puis, en quelques minutes, je présenterai un petit peu quels sont les participants, donc qui vous êtes à cet atelier, en fonction des réponses que vous faites lors de l'inscription. Ensuite, en temps 2, il y aura intervention de plusieurs acteurs des filières et des territoires en 3 séquences. Une première séquence portera sur les légumineuses. Elle sera animée par Marie-Benoît Magrini, économiste à l'UMR Agir, avec les témoignages d'Alain Laribaud de la coopérative Calisol et de Nicolas Prévost de la coopérative Arteris. La deuxième séquence porte sur l'élevage. Elle sera animée par Myriam Griot de l'UMR Agir, avec les témoignages de Karen Stakevich et Gabin Gilles d'Interbev Occitanie, ainsi que de Jean-Luc Bessé à l'ACADA, et aussi représentant de Bleu Blanc Cœur. Après une petite pause de 5 minutes, nous entamerons la troisième séquence sur l'alimentation, que j'animerai, avec des présentations de Philippe Pointreau, directeur de Solagro, et Lise Pujos d'Ecocert. Enfin, les 3 derniers quarts d'heure seront dédiés à une discussion transversale sur les dispositifs permettant de renforcer les liens entre ces 3 domaines. Alors, le temps 1, donc l'introduction que je vais faire, euh, qu'est-ce qu'elle vise? Eh bien, elle vise à voir comment et pourquoi faire des légumineuses, de l'élevage et de l'alimentation et des produits animaux un trio gagnant. Alors, vous le savez, l'élevage et la consommation de produits animaux sont questionnés à la fois pour leurs impacts sur l'environnement, gaz à effet de serre et autres, la sécurité alimentaire, la qualité des produits et le bien-être animal, ainsi que leur impact sur la santé humaine. C'est une question complexe. Le débat sociétal est particulièrement pollué, puisqu'on a souvent des points de vue partiels et caricaturaux, qui vont depuis la défense du statu quo, ou bien la suppression, la proposition de supprimer totalement l'élevage et l'arrêt de la consommation des produits animaux. Pour dépasser ces clivages, je vais tenter de faire une représentation holistique des enjeux et des connaissances qui permettent aux acteurs, aux différents acteurs du système alimentaire, de se comprendre et de débattre. Voilà, tel est l'objectif de cet atelier. Et donc, ce que je vais présenter, c'est de, des clés de compréhension basées sur des résultats scientifiques pour mettre en perspective les différents attendus de ce projet. Alors, c'est un volet du projet PSDR
Atari qui s'est déroulé en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord 2 stages, un stage sur les relations alimentation-santé. Moi, étant agronome, c'est quelque chose qui ne m'était pas familier. Et ensuite, on a traité plus spécifiquement, de la question des enjeux de santé et d'environnement autour de la question des protéines, en interrogeant les coopératives et la restauration collective. C'est-à-dire comment, ces organismes, dans les territoires, d'Occitanie, se saisissent des questions d'environnement et de santé au travers de la question des protéines. On a synthétisé ce travail dans un premier atelier à l'automne 2019, atelier multi-acteurs, et aujourd'hui, c'est le deuxième atelier. Ces travaux ont donné lieu à une valorisation. Donc, il y a un article scientifique qui devrait aboutir bientôt, qui s'intitule «Une approche holistique de l'élevage au cœur des enjeux de santé animale, humaine et environnementale». Donc, ça va reprendre en gros l'exposé introductif que je vais vous faire. Et puis, il y a une plaquette grand public qui s'intitule «Pourquoi et comment repenser l'élevage et notre système alimentaire», qui devrait paraître d'ici la fin du mois. Alors, qu'est-ce qui motive ce projet et qui en donne plus d'acuité maintenant qu'il y a 4 ans? Eh bien, c'est dans les politiques publiques, tant en Europe qu'en France. L'objectif, ce n'est plus seulement d'améliorer les systèmes agricoles et alimentaires, c'est d'atteindre des objectifs. Le premier exemple que je vous montre ici, ce sont les émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Vous voyez que durant les 20 premières années, ça n'a pas beaucoup bougé, malgré les efforts et les améliorations faites par les différents acteurs du système alimentaire, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs et les consommateurs. Et si rien ne change vraiment, on ne baissera que de 10% ces émissions, alors que l'Europe s'est engagée, et la France, à les diviser par 2 pour le système alimentaire. Donc des changements de rupture sont nécessaires pour atteindre les objectifs. Pour l'azote, c'est un peu la même chose. Depuis une dizaine d'années, malgré les politiques au niveau européen, on n'a pas enrayé le surplus d'azote dans les systèmes agricoles. Et vous voyez avec les flèches vertes et rouges, les objectifs sont aussi très importants. Il nous faut réduire les émissions par 2. Ça engendre aussi de nécessaires changements de rupture par rapport à ce qui a été fait. Pour la santé, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a en Europe une augmentation des maladies chroniques non transmissibles, diabète et autres, y compris chez les classes d'âge les plus jeunes. Et là, les politiques sont insuffisamment préventives. Qu'est-ce que dit la littérature scientifique? Vous avez 2 pyramides inversées. Celle de droite, c'est le régime alimentaire de type occidental, donc typiquement le nôtre. Il se caractérise par une insuffisance de fibres, d'oméga 3. 95% de la population française ne sont pas au niveau des recommandations, beaucoup trop d'aliments transformés et en moyenne trop de consommation de viande. La conséquence de ça, c'est l'augmentation du nombre de maladies chroniques et la fragilisation du système immunitaire. Tous les travaux convergent maintenant vers la pyramide du côté gauche, à savoir un régime de type méditerranéen, moins d'aliments ultra transformés, beaucoup de fibres et d'antioxydants, des viandes en quantité modérée pour une meilleure santé et immunité. Vous voyez, il y a des articles qui viennent de paraître en 2020 et 2021 qui confortent ces résultats-là. Où en sommes-nous en France pour les protéines? Notre consommation est à 1,4 g par jour par kilo de poids corporel. Les besoins sont de 0,8 et les recommandations sont intermédiaires entre 1 et 1,2 g par kilo de poids corporel. Donc, nous sommes 20% au-dessus des recommandations en moyenne. Et la part des protéines animales est de 65%, alors que les recommandations sont plutôt 50 animales, 50 de protéines végétales et animales, voire simplement 30% de protéines animales. Ce que je vous dis est important parce que le mécanisme qui relie notre régime alimentaire aux impacts sur la santé passe par une transformation du microbiote sur le long cours qui engendre ces maladies chroniques. Et ce qu'il faut retenir par rapport à l'objet de cet atelier, c'est quelques mots-clés. Les oméga 3, on va voir que l'élevage est important, et les produits animaux sont importants, et les légumineuses sont importants pour la question des fibres. Pour la transition, il faut mettre en cohérence des changements à la fois dans les politiques publiques, que ce soit le petit trèfle, c'est pour les légumineuses, l'animal pour l'élevage, et l'assiette, il faut les mettre en cohérence, ce qui n'est pas le cas, les politiques sont en silo. Il faut aussi qu'il y ait des changements
avec les acteurs économiques, les associations, ONG, les consommateurs. Les politiques publiques, elles doivent être plus préventives. Ce n'est pas le cas de la Covid en ce moment. On parle de masques, on ne parle pas d'alimentation, et plus systémique. Pour les acteurs économiques, il faut qu'il y ait un marketing, une production plus responsable et une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs de la filière. Et pour les consommateurs, ça suppose de revoir son alimentation, et ce qui peut aider à réorienter l'agriculture. En définitive, ce qu'il nous faut, c'est écrire ou coécrire un récit, une histoire qui donne à voir les relations positives qu'il y a entre la santé du vivant, les hommes, les plantes et les animaux, et la santé de leurs habitats, c'est-à-dire les sols et la planète. J'ai présenté maintenant des éléments sur les impacts dans le monde de l'agriculture à gauche, l'élevage, et dans le monde de l'alimentation à droite, les produits animaux. Les impacts, on les connaît. Les productions animales sont fortement consommatrices de terre. Il faut beaucoup plus de mètres carrés pour fournir des protéines animales que pour fournir des protéines végétales. De même, l'élevage est un fort émetteur de gaz à effet de serre, plus de 60%. Côté alimentation, l'excès de consommation de viande, on sait que c'est un problème pour la santé, surtout lorsqu'elle est ultra transformée, je pense aux charcuteries, et que notre alimentation, l'impact de notre alimentation sur les gaz à effet de serre, ça vient essentiellement de la viande. Mais il y a des atouts pour l'environnement lorsqu'on a affaire à des élevages herbagés basés sur des prairies. Ça permet de réguler le climat, séquestration de carbone, purifier l'eau, et ça fournit des habitats pour la biodiversité. Donc ça permet en gros de réduire les intrants pour les grandes cultures. Mais en France, seulement 35% du lait est fait à l'herbe. Concernant la santé, il y a une spécificité des produits animaux. Leur composition, leur valeur nutritionnelle est très sensible au mode d'alimentation. Vous avez en abscisse de cette figure les teneurs en oméga 3, donc un acide gras indispensable pour lequel 95% d'entre nous sont déficitaires. Et en abscisse, vous avez les teneurs en oméga 6, un autre acide gras important pour la santé. Mais ce qui est important pour la santé, c'est le rapport entre les deux, donc entre l'ordonnée et l'abscisse, et vous avez les valeurs de 10, 4 et 2 selon le mode d'alimentation des animaux. En bas, vous avez la viande rouge, les fromages, le poulet. En haut, les charcuteries, pardon, le porc, la viande de porc et les œufs, et tout en haut, les charcuteries. Quand on a un rapport oméga 6, oméga 3 supérieur à 4, on a des produits animaux qui sont inflammatoires, donc qui perturbent le fonctionnement intestinal. Alors que quand on est à droite de la bissectrice, pour les valeurs comprises entre 4 et 2, on a des produits animaux qui sont vertueux, qui ont une fonction anti-inflammatoire. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe des produits anti-inflammatoires à anti-inflammatoires? Pour les ruminants, c'est essentiellement un élevage à l'herbe. Ça double les teneurs en oméga 3, du lait et de la viande, si l'engraissement des animaux se fait à l'herbe, ce qui ne concerne que 25% des productions bovines et ovines en France. Et pour les monogastriques, essentiellement, donc le porc, la volaille et donc les œufs, les viandes et les œufs, eh bien, c'est l'ajout de lin dans les rations qui permet d'avoir des teneurs excellentes et des rapports oméga 6, oméga 3 plus faibles. Donc les atouts, si je résume, sur la partie gauche, c'est des élevages basés sur les prairies, mais aussi sur les coproduits. Je pense aux élevages de volailles et de porcs, mais les coproduits, c'est que 15% actuellement de l'alimentation des monogastriques. Et quand on se passe sur la partie droite, qu'est-ce qui fait les atouts des produits animaux? C'est des protéines de qualité, riches en certains minéraux, et en acides gras, je mets un point d'interrogation, parce que ça dépend fondamentalement des modes d'alimentation des animaux, quels qu'ils soient, ruminants ou monogastriques. Donc, pour sortir un petit peu des impacts négatifs, il y a une piste majeure qui est les légumineuses. D'une part, les légumineuses, si on en donne en remplacement du taux de soja aux animaux, ça permet de réduire les importations ou la déforestation, et ça contribue à la fertilité des sols, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et côté alimentation humaine, les légumineuses nous fournissent des fibres et des micronutriments qui sont essentiels à notre santé au travers d'un meilleur fonctionnement de notre microbiote intestinal. J'ai comparé ici 3 formes d'élevage.
En bas à gauche de la figure de gauche, vous avez l'élevage classique, je dirais. En diagonale, en haut à droite, on a des formes d'élevage qui sont basées sur ce que j'appelle sur l'agroécologie, donc beaucoup sur la prairie, disons. C'est 4% du lait bio, par exemple, et puis le lait à l'herbe, c'est 30%, comme je vous l'ai dit. Et en haut à gauche, ce que j'appelle les agricultures agroécologiques de produits. Alors, ce que je rappelle sur la partie droite des graphiques, c'est plutôt les élevages qui rentrent dans l'économie circulaire, d'où euh, la méthanisation des déjections en bas à droite. Et sur la partie gauche de la figure, on a plutôt des élevages qui vendent au cours du marché mondial. Donc en haut à gauche, j'ai mis les élevages agroécologiques par la filière bleu-blanc-cœur, donc qui consiste à deux choses: ajouter du lin pour la valeur santé du produit, et d'autre part à supprimer l'importation de soja en le remplaçant par des légumineuses cultivées en France, avec tous les avantages que je viens de décrire. Sur la partie droite de la figure, je compare ces trois types d'élevage, très grossièrement. Pour les impacts sur l'environnement, le besoin en terre, les gaz à effet de serre, l'écotoxicité, la toxicité humaine. Et pour la partie gauche de la figure, sur les services qu'ils rendent à la société: régulation du climat au travers de la séquestration du carbone, régulation des pesticides et de la qualité de l'eau, et enfin, valeur nutritionnelle. En rouge, c'est l'élevage classique raisonné. En bleu, c'est bleu-blanc-cœur, et en vert, c'est l'agriculture biologique. Quand on regarde les impacts, donc plus on a à l'extérieur de l'araignée, meilleur c'est, donc moyen d'impact. On constate que pour certains critères, les courbes se mélangent. Par contre, lorsqu'on regarde la partie gauche de la figure sur les services à la société, les deux exemples emblématiques que j'ai cités, à savoir l'agriculture biologique et la filière bleu-blanc-cœur, sont toujours très supérieurs en termes de services fournis. Un point de vigilance, c'est qu'on ne peut pas viser l'autonomie en protéines sans redimensionnement. Compte tenu de ce que j'ai dit, de l'impact sur l'élevage, sur l'environnement, et de l'impact de l'élevage, de notre régime alimentaire sur l'environnement, il faut de meilleurs élevages, de meilleurs systèmes d'élevage, donc du type de ceux que j'ai décrits parmi d'autres, qui sont donc sur les courbes vertes et sur les courbes bleues, mais il nous faut aussi redimensionner. J'ai fait la même chose pour les régimes alimentaires avec une étude INRA-INSERM qui vient de sortir, 2021, et je compare trois régimes alimentaires. Le régime en bleu, le régime moyen, donc les consommations de protéines, c'est 1,3 g par kilo de poids corporel, dont 2/3 de protéines végétales, animales, pardon, et 22 grammes de fibres par jour, alors qu'il nous en faut 30. En rouge, c'est le quintile, ça veut dire le cinquième de la population enquêtée, qui a le moins bon régime pour la santé et l'environnement. Donc c'est supérieur à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel, dont les 3/4 de protéines animales et 16 grammes de fibres. Pourquoi 16 grammes de fibres? Quand on consomme beaucoup de viande, on consomme généralement moins de fruits et légumes et moins de légumineuses. Et en vert, vous avez le quintile, donc le cinquième de la population enquêtée, qui a le meilleur régime alimentaire pour la santé et l'environnement: 1,1 g de protéines par kilo de poids corporel, dont 50% de protéines animales et 33 grammes de fibres par jour. Donc, c'est les recommandations. Quand vous regardez la figure de droite, ce que vous constatez pour les deux indicateurs de santé, ces deux modes de calcul, on a toujours le quintile vert qui est meilleur que l'alimentation moyenne et que les plus gros consommateurs de viande. Et quand on regarde la partie gauche de la figure, donc qui sont les impacts, plus on a à l'extérieur, moins on a besoin d'énergie, moins on a besoin de terre, moins de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre qui sont en moyenne de 3,8 là dans cette enquête, kilos de CO2 par jour, passent à 6 kilos pour les cinquièmes de la population qui consomme le plus de viande, mais n'est que 2,6 kg, donc en gros la moitié, pour ceux qui consomment de la viande mais qui en consomment moins. Donc meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement. Un point de vigilance important, ces études ont aussi leurs limites. Elles ne tiennent pas compte des effets de l'élevage, des modes d'élevage sur l'environnement, ce que je viens de décrire précédemment, et de la composition des produits. Et donc, il y a encore des marges de progrès possibles.
Donc, si je résume, les points de vigilance, quels sont-ils? Donc, je prends le même graphique. Sur la gauche, ça serait l'illusion d'une substitution complète du soja pour ne plus en importer, ce qui est bien sûr mieux pour la planète, mais ça ne résout pas le problème. Vous l'avez vu, on l'a montré, des impacts de la consommation de produits animaux et de l'élevage sur l'environnement, aussi bonnes que soient ces pratiques d'élevage. Et côté alimentation, il faut faire attention de ne pas remplacer des protéines animales par des protéines végétales qui soient AUT, ce qui veut dire ultra transformées. Et puis dans les légumineuses, ce n'est pas non plus tout gagné, puisqu'on sait qu'il y a des facteurs antinutritifs, des phytates, et qu'il faut être vigilant sur la préparation des produits pour qu'il y ait un bénéfice santé. L'élevage et les produits animaux sont donc au cœur d'enjeux de santé et d'environnement. Compte tenu de ce que j'ai rappelé sur les enjeux, sur le fait qu'il faut aller 10 fois plus vite dans les améliorations en termes d'impact climat et d'impact sur l'environnement comme l'azote, compte tenu des impacts aussi sur la santé, ce qu'on montre actuellement avec la Covid, c'est qu'un mauvais système immunitaire lié à une perturbation du microbiote, à une mauvaise alimentation, nous rend plus sensibles aussi aux maladies infectieuses. Il ne nous rend pas plus sensibles uniquement aux maladies chroniques non transmissibles, mais aussi. Donc les enjeux sont considérables. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Les changements sont urgents et importants. Vous pouvez maintenant poser des questions de compréhension dans le fil de la discussion. Alors du coup, il y avait, particulièrement 2 commentaires, qui demandaient plutôt à nuancer, tes propos Oui. sur, la question, du coup des surfaces en herbe et donc Mm. en Occitanie notamment et donc la question donc des zones de montagne et puis, par rapport au bio, le fait que, tu mentionnes que c'est moins toxique mais, il y a quand même la question des mycotoxines. Donc il y avait cette partie-là, mais comme on n'a que 5 minutes, je propose peut-être plutôt d'aller sur la question de Lise Pujos qui était sur avoir un peu plus de précision sur le redimensionnement de l'élevage et si tu pouvais donner des exemples. Le redimensionnement de l'élevage, malheureusement, c'est un petit peu un angle mort des politiques. Parce que tout le monde est d'accord pour avoir des élevages plus vertueux. Mais si, c'est bien ça le cœur du sujet, je n'ai peut-être pas été assez clair, si on a des élevages plus vertueux, à la fois pour l'environnement et la santé, et on a vu que c'est possible, il y a de nombreux atouts, on ne réduira, on sait que par exemple entre un élevage bio et un élevage pour le lait, c'est très clair, et un élevage dit conventionnel, les émissions de gaz à effet de serre sont quasiment les mêmes par litre de lait. Pour la viande, c'est un peu pareil. Il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il nous faut les diviser par 2. C'est écrit dans les textes du ministère de la Transition agroécologique. Je vous l'ai présenté aussi pour l'Europe. Donc, je vous ai montré que pour notre santé en moyenne, bien sûr, il faut réduire les consommations de produits animaux. Donc, vouloir améliorer l'élevage pour ne plus déforester, pour moins polluer, bien sûr qu'on peut. Mais comment on va faire? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas de l'agribashing que je dis, ce n'est pas une critique des filières, ce n'est pas une critique des agriculteurs. Ils ne sont pas responsables, dit les filières, mais il faut se mettre autour de la table pour savoir ce qu'on va faire. On ne peut pas améliorer l'agriculture, on ne peut pas, en améliorant l'agriculture, diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2. Sur les 100 millions de tonnes d'équivalent CO2 de l'agriculture, les dernières études INRA montrent qu'on peut réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par les bonnes pratiques agricoles en élevage. On ne pourra jamais les diviser par 2. Donc il nous faut à la fois mieux d'élevage, et j'ai montré qu'il y avait beaucoup d'atouts en utilisant les prairies, en utilisant les coproduits, en modifiant le régime alimentaire des animaux. Il y a des marges de manœuvre considérables, mais si on ne réduit pas la quantité qu'on produit, on ne peut pas y arriver. Donc il faut exporter plus ou importer moins, mais l'économie qu'on va devoir faire pour notre santé et pour la planète au niveau de notre régime alimentaire, il faut voir comment on va revoir les filières. Soit importer moins. Alors là, il y a une particularité, l'Occitanie n'est pas une grosse consommatrice, comment dire, une grosse région de productrice, on n'est pas la Bretagne, donc on a peut-être des atouts, mais il nous faut soit moins importer, soit plus exporter, pour pouvoir nous aligner sur les objectifs politiques officiels en termes de gaz à effet de serre.
Ok. Du coup, il y avait donc une mention sur les politiques publiques, mais ça, je pense que ça sera plutôt abordé dans les discussions, comme l'entrée avec le soja. Je pense qu'on pourra revenir dessus à la fin de l'atelier si on est parvenu dessus. Comme on a encore quelques minutes, peut-être que Michel, tu peux réagir du coup sur les commentaires sur donc, les surfaces en herbe. Il y a aussi donc, la partie sur les émissions de gaz à effet de serre et encore une fois la prise en compte de l'herbe là-dedans. Alors, il faut être très clair sur les gaz à effet de serre. Donc, je rappelle que produire 100 grammes de protéines végétales, animales, c'est 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre que 100 grammes de protéines végétales. Ensuite, les élevages herbagers ont de nombreuses vertus, mais les prairies séquestrent du carbone additionnel que si elles sont jeunes. Au bout de 20 à 30 ans, une prairie tend vers un équilibre qui peut mettre 50 ans. Donc les prairies françaises étant très anciennes, le potentiel de séquestration supplémentaire est très faible. La dernière étude INRA sur le 4 pour 1000 montre que l'agriculture a un gros levier pour séquestrer plus de carbone, mais c'est par les cultures intermédiaires dans les systèmes de grande culture, par les haies, par l'agroforesterie, mais ce n'est pas par les prairies. Il y a eu un petit peu une maldonne. Les prairies sont déjà des sols, il ne faut pas les retourner pour ne pas déstocker du carbone, mais le stockage additionnel est très faible. Et donc, compte tenu de la surface des prairies en France, 24 millions d'hectares en tout, la SAU, on a une dizaine ou je sais plus, à peu près millions d'hectares de prairies, il ne faut pas les retourner, peut-être en semer plus des graminées légumineuses, mais ça constitue une ressource très importante pour les ruminants. Mais qu'est-ce qu'on va faire des élevages? Actuellement, vous savez que le maïs et le soja, c'est quand même les piliers de l'alimentation, notamment pour les systèmes laitiers. Je rappelle, le lait à l'herbe, c'est 35%. Donc le reste, c'est fait avec du maïs soja. Qu'est-ce qu'on fait? On peut accroître la part de l'herbe, mais globalement, on va pas. Alors, le lait n'est pas forcément le bon exemple parce que, par rapport à des raisons d'environnement et de santé, ce n'est pas là qu'il y a le bas blesse le plus. Vous le savez, c'est pour la viande rouge et un petit peu aussi pour les monogastriques. Donc, il nous faut, ça, c'est comment dire, les éléments que j'énonce, ils sont validés scientifiquement, quoi. Après, c'est comment ce qu'on fait, parce que toutes les régions françaises ne se ressemblent pas. Je répète que l'Occitanie n'est pas la Bretagne, mais à un moment donné, il va bien falloir se poser la question. On ne peut pas afficher des objectifs climatiques ambitieux et ne pas imaginer toute la cascade de changements qui va devoir se faire. Et laisser croire qu'un élevage vertueux, sans être redimensionné en termes de volume de production, donc sans un changement de niveau de consommation et donc de volume de production, ce n'est pas très correct. Scientifiquement, c'est des choses qui sont montrées. Moi, je suis étonné. À l'INRA, il y a plusieurs domaines de compétences. Moi, je fais partie du monde de l'agronomie. Il y a le monde de l'alimentation. Pour les gens de l'alimentation, c'est acquis qu'il faut diviser les protéines animales par 2, la consommation. Mais pour le monde de l'agriculture, y compris à l'INRA, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, le cloisonnement entre l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé, il s'observe dans les politiques publiques, il s'observe dans les organisations économiques, mais il s'observe aussi dans la recherche. C'est pour ça qu'il nous faut absolument nous ressaisir, rebondir, pour prendre au sérieux les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés.